Un grand moment de suspense arrive dans le tunnel horticole, car tout change très rapidement. Mi-octobre, nous avons encore pas mal de plantations d'été, comme ces magnifiques tomates. Pourtant, dans quelques jours, elles seront enlevées. Ensuite, nous allons arroser abondamment et planter les salades. Je vais vous montrer ça dans une minute. Il y a déjà des plantes à feuilles, comme la bête et les épinards, plantées ici pour l'hiver. Donc je fais 2 rotations par an, 2 cultures, on pourrait dire. Donc celles-ci ont été plantées en mai après qu'on ait mis du compost, et elles ont suivi les salades d'hiver que nous allons justement planter maintenant. Donc c'est d'octobre à mai, puis de mai à octobre. Et je m'excuse d'ailleurs pour le bruit de fond. C'est le broyeur du voisin, un bourdonnement assez constant. Donc ces tomates, cette année, nous avons eu un été plus chaud et plus ensoleillé que d'habitude, et c'est l'un des résultats. Je n'ai jamais eu de tige aussi longue. Tout ça, c'est une seule tomate qui vient de là-bas. Il y a probablement déjà 2 bons mètres de tiges taillées, et ce sont les derniers fruits. Avec plus de temps, j'aurais retiré certaines vertes, car elles ont pris de l'énergie inutilement. Je sais qu'on peut faire frire les tomates vertes, on peut faire du chutney. Dans mon cas, on en a juste un peu trop. Donc j'essaye de faire en sorte que la plupart mûrissent. Et toi? Je ne suis pas mécontent de ce que je vois parce que une façon dont j'aide, c'est en n'arrosant pas. Donc celles-ci n'ont pas été arrosées pendant tout un mois et tu peux voir la surface et en fait assez profondément, c'est assez poussiéreux. Alors, quand le sol devient aussi sec, comment fais-tu pour l'arroser de nouveau? Si tu verses de l'eau avec un arrosoir sur le dessus d'un sol comme ça, beaucoup d'eau va s'écouler sans pénétrer. Il faut un certain temps pour que la capillarité se rétablisse et que le sol puisse à nouveau absorber l'eau. C'est pourquoi il y a des inondations soudaines après des orages sur sol sec. Alors, j'ai de la chance d'avoir ça ici. C'est le seul endroit du jardin avec un système d'irrigation, une rampe d'arrosage de chaque côté. Donc je vais l'allumer pendant peut-être 10 minutes, puis l'éteindre, laisser l'eau s'infiltrer et faire ça par étapes. Et si vous n'aviez pas cette installation, vous pourriez simplement passer un arrosoir rapidement sur le sol et laisser l'eau s'infiltrer un peu. Et puis, vous savez, c'est comme toutes les 5 minutes. C'est un peu une corvée. Mais il ne faudra pas longtemps avant que vous remarquiez que l'eau, au lieu d'avoir tendance à ruisseler, s'infiltre en fait assez facilement. Donc c'est une compétence utile à acquérir pour les moments où vous avez un sol vraiment sec. Nous allons couper ces plantes juste au niveau du sol en laissant la plupart des racines en place. Une légère perturbation est prévue lors du retrait des ficelles. Les ficelles sont dans la motte de racines. C'est tout ce qui maintient la plante en place au fond avec la ficelle. Elles sont attachées en haut. Ça rend le démontage assez rapide. Et il est fort possible qu'on passe ces tiges dans un broyeur. Sinon, vous pouvez les couper avec un couteau ou les poser par terre et passer la tondeuse dessus. Mais je veux vraiment les couper en morceaux de 10 cm, soit 4 pouces maximum pour qu'ils se compostent mieux. Donc tout ça, tout ce que vous voyez, sauf les fruits qu'on va manger, est bon à composter. Et justement, à propos des fruits, Anne cueillait hier et elle a fait un travail très minutieux, mais heureusement, elle a laissé celui-ci. En fait, ces deux-là, parce qu'ils illustrent tous les deux ce que je veux mentionner. C'est-à-dire que si une tomate commence à prendre un peu de couleur comme ça, elle mûrira à la maison, hors de la plante. Et je sais que tout le monde n'aime pas cette méthode. Ils disent que le goût n'est pas aussi bon. C'est peut-être vrai, mais en fait, on trouve que c'est plutôt bon ici. Mais ce que vous ne voulez surtout pas faire, c'est de les laisser au soleil. Elles mûrissent mieux simplement à l'abri du soleil, en fait. Et celle-là, vous savez, dans une semaine, elle pourrait être très bonne à manger. Donc tout ce qui montre un peu de couleur ici va être cueilli pour mûrir et être mangé dans le mois qui vient. Cela pourrait durer plus longtemps. Et je regarde juste celui-ci comme ça, je vais le cueillir juste pour vous montrer. Si ça se détache, ouais, voilà. Je dirais que celui-ci est sur le point de se casser, mais ce n'est pas encore le cas. J'ai du mal à voir une vraie couleur là-dessus, mais malgré tout, je mettrai des trucs comme ça dans la maison, et ceux-là, je dirais qu'ils n'auront pas un goût exceptionnel, mais ils seront parfaits pour la cuisine dans 5 ou 6 semaines même. Donc il y a beaucoup de possibilités d'utiliser ce qui ressemble à des fruits verts, mais s'ils sont verts vifs, surtout certains d'entre eux, comme ceux-là qui sont assez nouveaux, tu les aimes bien comme ça. Oh, si j'arrive à l'enlever.
Même celui-ci devrait avoir un peu de couleur. Si tu casses le calice comme je l'ai fait, ce n'est pas idéal et il se conservera moins bien. Alors essaie de garder la petite tige du calice. Et puis, oh, c'est parlé, tu es prêt à y aller. Donc la première chose qu'on va faire, c'est cueillir le fruit, blablabla, puis nettoyer. Et les soucis sont fantastiques pour récolter des graines. Besoin de graines de Tagetepatula, le souci nain français. Tout cela, ce sont des graines. Donc je ne m'inquiète pas de le mettre dans le compost. Je ne trouve pas qu'elle survive, même si ce n'est pas trop chaud. Ce n'est pas la graine la plus vigoureuse. Cela dit, il y a pas mal de soucis qui se ressèment tout seuls, comme là-bas. Il y en a, et ça ne m'inquiète pas parce qu'ils seront tués par le gel. Donc ici, on a du gel en hiver jusqu'à -5, -6. Et j'ai un thermomètre ici, et il peut faire -6 dehors. Je regarde le thermomètre ici, -6. Donc ces structures ne retiennent pas beaucoup le gel, même si vous fermez les portes. Ça pourrait faire une très légère différence, mais en gros, le plastique est tellement fin. Donc tout cela est bon à composter, mais j'ai déjà gardé quelques graines à semer pour l'année prochaine. Vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup à ce stade ici. J'aimerais trouver un moyen d'en donner à certains, car les graines de ferme comme celle-ci sont de bien meilleure qualité. Ces œillets d'Inde nains deviennent assez grands. Nous n'ajouterons pas plus de compost pour l'instant. Le compost s'ajoute une fois par an. Ces tomates n'ont pas été nourries. Elles ont reçu 8 kilos d'algues pour toute la serre tunnel, une bonne dose, ce qui me semble suffisant. Cela leur apporte aussi des oligo-éléments. Mais vous pouvez voir que les feuilles sont encore assez saines et vertes. Voici Sakura et là-bas Sungold. Nous avons les magnifiques tomates Sonnenherz Oxheart Orange. Elles ont été vraiment très productives. C'est fantastique. Nous venons peut-être de faire la dernière récolte. On verra. Tout au fond, il y avait les concombres. Ils sont quasiment terminés et en dessous d'eux. Début août. Nous avons fait de petits trous et nous avons mis des graines d'aneth et de coriandre. Ils ont beaucoup donné ces 3 dernières semaines. Donc c'est une petite récolte bonus pendant que les concombres terminent et certains ont même commencé à pourrir, ce qui, encore une fois, comme la courge de Coguette, n'est plus leur saison. Donc ne vous inquiétez pas si vos concombres arrêtent doucement de produire en septembre ou début octobre. Et il y a aussi là-haut, je veux vous montrer quelque chose de fascinant. La chose amusante ici, c'est la louffa. La seule chose, c'était qu'elle n'était pas encore assez mûre. Je ne sais pas si ça va marcher, mais regardez ça. Donc, il faut qu'elle commence à jaunir sur la plante. Si c'est le cas, si la louffa est détachée, la partie spongieuse à l'intérieur s'est suffisamment formée pour mûrir. Mais il va falloir l'enlever parce qu'on a besoin de la place pour planter des salades et c'est juste possible. On peut s'arranger avec ça. On verra. Il y a un fruit un peu plus vieux ici. Et c'est plus comme ça qu'ils doivent être et ça semble beaucoup plus léger et plus doux. Oui, on verra. Les aubergines étaient incroyables cette année. Une variété appelée Purple Laurent ou de Barmontan. Tellement d'aubergines. Mais je l'aime particulièrement parce que la plante elle-même n'est pas trop vigoureuse. Et beaucoup de plants d'aubergines que j'ai cultivés de toute façon, différentes variétés, des plantes énormes qui ont fière allure. Pas beaucoup de fruits et beaucoup de taille et de gestion pour contrôler cette croissance. Je n'ai pas fait grand-chose pour ceux-ci et comme ils ne sont pas trop tombés, ils donnent juste un joli flux régulier de fruits. Et au-delà, il y a un magnifique muflier là-bas, sans combler, qui est l'une des plus belles couleurs que j'ai vues. Ne pas arroser a intensifié les couleurs. Il s'est ressemé spontanément. Beaucoup de mufliers se sont ressemés spontanément partout. Et au-delà d'eux, je fais ces 3 choses. Semer et planter un peu plus tôt pour l'hiver, donc le chou frisé, les épinards et les blettes. J'ai remarqué qu'en les laissant bien s'installer avec un grand système racinaire, ils produisent plus de petites feuilles en hiver. Mon objectif ici, c'est parce que je vends des feuilles de salade. Je veux beaucoup de feuilles, pas trop grandes pour les sachets de salade pendant l'hiver. Mais vous pouvez quand même faire la même chose. Et évidemment, on cueillera les plus grandes feuilles pour manger des légumes cuits. Et puis, à cause de la diminution de la lumière du jour et de la température, les plantes vont naturellement rétrécir, presque à mesure que l'on approche de l'hiver. Mais elle a un système racinaire solide, donc elles produiront pas mal de petites feuilles.
Tout le reste que nous allons voir maintenant a été semé vers la mi-septembre. C'est une histoire similaire dans la serre, mais j'utilise une extrémité, probablement pas beaucoup plus d'un quart de l'espace pour la propagation. Elle mesure 12 pieds sur 25, soit environ 3,5 sur 9,5 mètres dans votre serre. Une très bonne taille et un bon niveau de lumière tant que nous gardons les vitres propres. Et en fait, il y a 2 semaines, nous avons eu une rosée très abondante le matin. Et j'ai donné la raclette à vitre à Adam. Il a fait un excellent travail en la passant sur la vitre. Cela n'a pas pris longtemps, mais c'était impressionnant de voir tout ce qui s'est détaché des algues vertes accumulées. Et nous n'avons pas encore fait l'extérieur, mais c'est déjà beaucoup plus clair. Ça vaut vraiment la peine de le faire avant l'hiver. Octobre est le moment principal où nous le faisons. Et en fait, nous avons aussi nettoyé la serre tunnel parce qu'il y a eu un peu de pluie il y a 2 jours. Pas beaucoup, mais assez. Avec 2 grandes feuilles attachées ensemble, une personne de chaque côté qui tire dans des directions opposées, cela met assez de force sur le plastique pour faire une énorme différence lors du nettoyage. J'ai ajouté chaque côté, puis sur un escabeau, j'arrosais au tuyau pour bien tout nettoyer. Et vraiment, là-dedans, c'est comme un autre monde après avoir fait ça. Donc, 1 fois par an, je recommande vraiment de le faire. Les niveaux de lumière. La tomate ressemble beaucoup à ce que nous avons vu chez Loufa. Là-haut, on a du superbe basilic tulsi qui pourrait durer un peu plus, mais il faudra malheureusement l'enlever. Goût agréable, différent du basilic. Le basilic sacré est un autre nom, mais c'est un ossimum. Et puis là, il y a quelques plants de piment que je fais pousser en pot parce que je trouve que je ne suis pas un grand amateur de piment. Si vous vouliez plus de piment, vous pourriez les cultiver en pleine terre. Ils produisent beaucoup avec peu de compost. Cultiver des variétés fortes permet d'obtenir beaucoup de piments avec peu de compost et d'espace. Et puis, la grande histoire ici, ce sont toutes ces plantes, et je suis presque sûr qu'il y en a plus qu'assez à planter ici, et ce grand tunnel, ainsi que le petit tunnel, et toutes celles qui restent. Très souvent, on les mettra dans une plate-bande extérieure, ce que vous pouvez faire jusqu'à la fin octobre. Ici, avec un climat tempéré, on les recouvre d'un filet ou d'un voile d'hivernage pour certaines feuilles d'hiver. L'avantage de les planter ici, c'est que ce sont toutes des plantes résistantes au gel. La plupart survivraient dehors, mais pousseraient peu, alors qu'ici, sous abri, elles poussent mieux. On augmente énormément le potentiel de récolte, et pour moi, c'est la principale raison de le faire. Et cette laitue en particulier, je l'adore, elle s'appelle Grenoble rouge, ou rouge grenobloise. Et regardez ça, je veux dire, juste la belle motte racinaire et une jolie petite plante qui est définitivement prête à être plantée, même un peu plus que prête. En réalité, elles auraient été plantées en début de semaine, où il y a 3 ou 4 jours, parce que quand elles deviennent aussi épaisses, je ne les arrose pas trop. Je sais que ça peut sembler étrange, car elles ont une grosse motte racinaire dedans. Aujourd'hui, on n'a pas vu le soleil, donc je n'ai pas arrosé ce matin. Car sinon, les feuilles peuvent rester mouillées longtemps. Toutes serrées comme ça, on obtient de la moisissure. Et ça peut être assez nuisible, en fait, dans ces conditions, quand les plantes sont très proches les unes des autres. Donc, je m'assure que si je vais arroser, en fait, je sens qu'elles ont besoin d'eau. De préférence, j'attends une journée ensoleillée et je le fais le matin d'une journée ensoleillée, pour que les feuilles sèchent avant le soir. Voici les plateaux que j'ai conçus. Ce sont de petites cellules modulaires descendant jusqu'à un point de drainage. Cela limite le surarrosage, ce qui est positif. Mais il n'y a pas beaucoup de compost. 2 litres pour tout ça, et c'est du compost fait maison que nous faisons à moitié avec des verres. Je ne les ai pas nourris du tout. Il ne faut pas le faire. C'est une tâche inutile si le compost est bon dès le début. Que faites-vous? Vous remarquez que lorsqu'elle manque de nourriture, c'est cette petite feuille de cotylédon. La première feuille verdit puis jaunit légèrement, les autres suivent cette évolution. Elles seront en terre la semaine prochaine, je m'y engage. Il faut que ça se fasse, on doit trouver le temps. Donc une grosse semaine s'annonce et il y a tellement de choses différentes. Il y a de l'endive frisée par exemple, beaucoup de moutarde. La plupart sont sur la palette ici, qui est en fait l'endroit où je mettrai ma couche chaude dans environ 4 mois pour la propagation de printemps.
mais cette zone sera fermée avec du contreplaqué pour faire une couche chaude. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire parce que la température ambiante est bonne. Donc ça, ce sont les fanfreluches, les moutardes. Et en fait, il y en a une très intéressante ici qui vient de Home Safe Seed. Les plantes étaient pour moitié vertes, pour moitié rouges. Et le rouge était Red Dragon, qui a une grande feuille avec un bord plutôt arrondi. Et elles sont toutes devenues dentelées et le vert semble assez dominant. Nous n'avons pas beaucoup de rouge, mais elles semblent vraiment robustes. Pour l'hiver, j'en suis totalement satisfait. Et celle qui est rouge foncé ici s'appelle Red Frills. Et puis nous avons de la roquette à salade, et nous avons une autre chose intéressante, la roquette sauvage. La roquette sauvage et la roquette à salade sont très différentes. Elles poussent plus lentement, ayant été semées bien avant la roquette à salade. Et je vais la rempoter pour la faire pousser en pot ici pendant l'hiver, dans des pots de 9 cm, donc on appelle ça un 9C, ou 9 cm. Nous les mettrons là, et les garderons ici tout l'hiver, en les arrosant parfois, et en les oubliant presque. Et elles vont en pleine terre en février, et donnent de superbes feuilles de roquette, mais la roquette sauvage en avril, mai, juin, juillet, même quand la roquette à salade ne veut que fleurir. Autre chose, les oignons nouveaux, ce sont des semis très tardifs. C'était vraiment à la fin de... Donc c'est la mi-septembre, culture en plein air. Je les sème début septembre, mais je veux en avoir quelques-uns sous abri et on ne leur donnera pas beaucoup de place. Ils iront entre les salades et pousseront ainsi, d'accord? Pas dans le passage, il suffit de récolter. Pour avoir des oignons verts, des feuilles d'oignons verts en hiver. Pour moi, c'est extrêmement précieux et bienvenu. Et dans le même esprit, au milieu de cette plate-bande, on plante des gousses d'ail. Et pareil dans le tunnel plastique, 2 ou 3 rangées au centre des plates-bandes. Aucun espace supplémentaire. Donc en quelque sorte, vous obtenez une culture gratuite. Mais en plus de ça, sous abri, ils attrapent beaucoup moins de rouille. Il paraît que la pluie cause la rouille. Cette année, avec un printemps et un début d'été sec, il y en a eu peu. C'était une vraie joie. C'est sûr ici, ça devrait arriver. Et ce sera la 13e année consécutive que je cultiverai de l'ail sur cette ligne du milieu, dans la même parcelle. Tout comme ces tomates. C'est la 13e année dans ce même sol ici. Comme vous le voyez, elles sont en bonne santé. Je pense que le jardinage sans labour aide vraiment, c'est la base. Si vous prenez bien soin de votre sol, tout devient plus facile parce que vous n'avez pas autant de mauvaises herbes. Il retient mieux l'humidité, il a une bonne structure, il est plus facile à arroser une fois que vous avez passé, dans ce cas, la première humidification. Et c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors, regardez la méthode sans labour si vous ne le faites pas déjà et faites particulièrement attention aux périodes pendant l'hiver. Donc juste un dernier mot à ce sujet, la laitue. Environ le 10 septembre, donc il y a 4 semaines. Il a fallu 4 semaines pour en arriver là dans ce climat. Et les brassicacées ont été semées 10 jours après à l'équinoxe, parce qu'elles poussent plus vite et ce que je veux éviter, c'est ce qui s'est passé ici. Et tu vois comment ces plantes jaunissent. Ce sont des moutardes indiennes AMSO parmi les variétés qui poussent le plus vite. Je prends note de semer celles-ci plus tard en septembre prochain, je pense vraiment à la toute fin du mois. Oui, elles doivent juste démarrer, car elles poussent si vite qu'elles ont épuisé tous les nutriments du plateau. Elles iront, mais il faut les planter très vite. Et un autre conseil, quand vous plantez une plante comme celle-ci, ce sont des multisonars. Nous avons éclairci à 2, enlevé toutes les mauvaises herbes et enterré-les. Tout cela peut aller sous le niveau du sol, donc certaines de ces plantes qui deviennent filantes, on peut corriger cela en les plantant profondément. Je suis sûr que je pourrais en dire plus, mais ceci vous donne un bref résumé de la situation. Et nous terminerons avec un dernier coup d'œil dans environ 2 semaines à ces espaces, après que nous les ayons nettoyés et plantés, juste pour vous donner une idée de leur apparence à l'approche de l'hiver. Regardez le changement, cela fait seulement 2 semaines depuis que nous étions ici. Donc, toutes les cultures d'été sont terminées, on les a enlevées pour le compost, puis un gros arrosage,
pas de nouveau compost, mais on arrose pour que la terre redevienne presque complètement saturée. Avant de planter, c'est beaucoup plus facile si vous le faites avant la plantation, et ensuite vous savez à peu près où vous allez pour la suite. J'ai laissé ces lignes d'arrosage allumées toute la nuit, ce qui est une bonne méthode car l'eau douce s'infiltre lentement pour arroser un sol sec. Si la pression est trop forte, l'eau s'écoule trop vite. Il faut donc utiliser une eau douce ou arroser plusieurs fois. Et ensuite, nous avons planté. Donc cela fait 9 jours que ces plantes ont été mises en terre et semées. Soit le 11 septembre pour la laitue et l'endive, qui sont principalement aux deux extrémités. Et c'était le 16 septembre pour les brassicacées, qui sont toutes au milieu. Et comme celles-ci, par exemple, ce sont celles qui viennent de la maison. Des graines conservées qui ont poussé ici même en tant que graines. Et vous pouvez voir ce qui pourrait ressembler à beaucoup de mauvaises herbes ici. Mais en fait, ce sont des soucis. Les soucis français ont connu un été exceptionnel pour la production de graines. Et ça a l'air mauvais à ce stade. Mais en réalité, ils sont tués par le gel. Donc cela devrait se produire ici en décembre. Et le gel arrivera finalement. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher le froid d'entrer ou de garder la chaleur à l'intérieur. Je garde toujours les ouvertures supérieures des portes. En fait, je ne ferme pratiquement jamais les portes. En hiver, sauf tempête, seul le vent m'inquiète. Alors je ferme les deux extrémités. Lors d'une nuit glaciale, même porte fermée, il fera presque aussi froid dedans que dehors. Alors ne vous inquiétez pas pour cet aspect-là. Il est d'autant plus important d'assurer la ventilation pour ces plantes, car elles n'aiment pas l'humidité. Sinon, vous risquez l'oïdium et verrez des pucerons. Assurez une bonne aération et évitez l'excès d'eau. Donc je sais que le sol en dessous est humide. Pour l'instant, on arrose simplement à la main, 2 fois par semaine avec un arrosoir. C'est juste pour s'assurer que les mottes restent humides à ce stade, jusqu'à ce que les racines s'étendent vraiment dans le sol avec le compost, qui est le même sol et compost que pour les tomates et les concombres. Faire pousser 3 autres semis qui ressemblent à des mauvaises herbes, c'est là où nous avons cultivé des plants de semis en été, et cela arrive souvent, donc il y a déjà quelques jeunes pousses d'épinards qui sortent, pas mal ont déjà été sarclés. Il y a quelques jeunes pousses d'oignons et la récolte de graines a été très réussie cette année. Et puis, il y a quelques jeunes plants de brassicacées tout au bout. Ce n'est pas contraignant, mais il faudra juste les désherber pendant qu'on récolte là-bas. Nous avons quelques plants plus matures que nous avons déjà vus. Et en fait, nous venons de cueillir quelques grandes feuilles d'épinards et de bêtes pour la cuisine. Et il y en aura davantage, ainsi que ce chou kale. Ce que je recherche avant tout, c'est d'avoir des plantes avec une motte racinaire solide, un système racinaire bien établi. Et elles donneront tout l'hiver de petites feuilles de salade de bêtes, d'épinards et de chou kale, qui sont très précieuses pour cela. Et en ce qui concerne les plantes spécialisées ici, nous avons un joli amazoï là-bas, qui est une sorte de moutarde indienne. Nous avons toujours l'agrétie ici, qui pousse étrangement. Il monte en graines et je dois juste le laisser faire. Pour être honnête, je ne sais même pas si je peux récolter ces graines. Ce n'est pas simple avec elles. Je voudrais le faire, sinon elles tomberont et on utilisera quelques jeunes pousses pour cultiver l'agrétie l'été prochain. Il y a du cerfeuil près de l'endroit où Minty fait ses besoins. Et sinon, oui, c'est quasiment que du granobia. Laitue rouge, 2 types d'endives, frisées, scaroles et différentes sortes de moutarde avec de la roquette. Bien qu'il n'y ait pas eu de nouveau compost ajouté sur les planches, les allées semblaient un peu affaissées. J'ai donc demandé à Adam d'étaler des copeaux de bois. Et c'est un matériau ligneux très fin qui est en fait resté ici pendant 1 an. Presque devenu compost, ce matériau reste agréable pour marcher dans les allées. Je préfère largement ça aux copeaux de bois qui gênent un peu et peuvent se répandre sur les plates-bandes. Et aussi Adam a nivelé les plates-bandes. Elles sont bien lisses. On dirait qu'elles ont été cultivées. Mais non, c'est juste pour égaliser la surface. Quelqu'un sur les réseaux sociaux a dit « Oh, je vois qu'elles ont été rotavées. » Je ne sais même pas. Et pour les largeurs, juste pour que vous sachiez, dans un tunnel de 18 pieds, il y a une planche de 31 pouces de chaque côté, avec des allées de 18 pouces de chaque côté. Ça fait 45 cm. Et puis ici, c'est une allée de 20 pouces ou 50 cm au milieu, avec chacune de ces planches de 51 pouces, environ 13 mètres, quelque chose comme ça. Il faut juste optimiser l'utilisation de l'espace. Et les plates-bandes latérales, elles sont plus étroites parce que vous n'avez qu'un seul passage pour circuler.
alors que ces plates-bandes centrales, ils sont assez larges. Atteindre le milieu arrive parfois, ce qui est tout à fait normal. Avec la méthode sans labour, vous ne détériorez pas les plates-bandes en marchant ou en restant dessus. J'ai oublié de mentionner l'ail car il n'est pas visible ici. Donc au milieu de ces deux plates-bandes, il y a de l'ail, juste une gousse tous les 9 pouces, soit environ 22 cm. Et sur les côtés, j'ai délibérément cultivé quelques plants d'oignons nouveaux semés en touffes. L'idée étant qu'ils ne prennent pas de place supplémentaire. Et cela donnera de délicieux oignons à salade à récolter pendant l'hiver, quand les feuilles d'oignons verts sont si précieuses. Et je suis vraiment content pour toi. Pour l'arrosage, ce sera sans doute une fois par semaine en novembre, 2 fois en décembre, et peut-être aucune en janvier s'il fait très humide, puis augmenter de nouveau lentement au printemps. La récolte commencera fin novembre, donc c'est dans environ 1 mois. Ces jeunes plants devraient déjà être prêts pour une première récolte, concernant la cueillette des feuilles extérieures. Dans la serre, nous avons fait pareil, et vous pouvez aussi voir les restes des plantes non utilisées. J'ai aussi planté 3 caisses de petites salades pour utiliser les étagères qui ne servent pas beaucoup en hiver. Et certaines de ces plantes pourraient même être utiles pour planter à l'extérieur, un peu comme un engrais vert si jamais on trouve le temps avant tout. Et la différence dans la serre, c'est qu'on pourra récolter plus tôt. Et par temps froid, les plantes de la serre sont plus vigoureuses qu'ici. Ici, au milieu de l'hiver, il ne fait pas si chaud, mais la serre retient un peu plus de chaleur la nuit. Et voilà. Donc, c'est un exemple assez typique et très pratique de 2 cultures par an sous abri que vous avez vu dans cette petite vidéo.